Savez-vous ce qu'est le peak oil, le pic pétrolier? C'est le moment de disponibilité maximum du pétrole sur la planète Terre. C'est un moment qui est difficilement saisissable parce qu'il est lié à des paramètres géologiques, économiques, financiers, politiques, internationaux. En plus, il y a une sorte d'incrédulité générale autour de ce moment du peak oil. Cela disconvient à tout le monde. Donc je vous propose aujourd'hui d'approfondir un petit peu cette question du pic pétrolier. Cette carte du monde nous montre les ressources connues en pétrole. Alors on le voit, elles sont mal distribuées entre les divers États dans le monde, mais ainsi l'a voulu la superposition des frontières avec l'histoire géologique de notre Terre. Ces champs pétroliers font partie de ce que l'on nomme les ressources ultimes, c'est-à-dire la totalité du pétrole qui se trouve sous la Terre. Une partie de ce pétrole a été découverte, le reste est une estimation. Parce que lorsque l'on parle couramment de pétrole, en fait, les statistiques dont on dispose ne se réfèrent pas à ces ressources ultimes, mais aux réserves prouvées. Alors c'est compliqué, donc quelle est la différence? Ce schéma montre les ressources ultimes, donc une estimation, et les réserves prouvées, qui sont au centre de notre cercle, soit environ 10 fois moins, car ce sont les quantités de pétrole réellement disponibles, c'est-à-dire déjà exploitées ou ayant forte probabilité de l'être, en fonction des connaissances géologiques, des techniques d'extraction disponibles et du cours du brut sur le marché. Maintenant, cette deuxième carte nous montre la répartition par région des réserves prouvées dans le monde sur la base des déclarations de chaque État. Regardez d'ailleurs la concentration des dérives au Moyen-Orient. Et ces stocks sont exprimés à un temps T, en l'occurrence fin 2009, car le niveau des réserves ne cesse de bouger, du fait de l'exploitation évidemment, de la découverte de nouveaux gisements, de la croissance continue de la demande et du cours du baril de pétrole. Plus le prix est élevé, plus il est rentable d'exploiter les gisements connus, mais aussi d'en explorer de nouveaux, y compris dans des conditions les plus difficiles, qu'elles soient climatiques, technologiques ou même sur le plan de la sécurité pour les hommes. Troisième élément de définition, les ressources pétrolières sont fossiles, on le sait. Une fois pompées, elles ne se renouvellent pas, elles sont donc mécaniquement appelées à s'épuiser. Alors évidemment, la question que tout le monde se pose, c'est quand est-ce que cela va commencer? Quand se produira ce pic pétrolier entraînant le début du déclin de la production? Eh bien, la réponse est autant géologique qu'économique. Regardons deux schémas. Ce schéma montre une première courbe, c'est celle des réserves prouvées, qu'on peut aussi qualifier d'officielles ou de politiques, puisque déclarées par les États. On constate une première rupture à la fin des années 80, lorsque les pays de l'OPEP contournent la politique des quotas de production, car en augmentant artificiellement leurs réserves prouvées, ainsi ces pays producteurs s'autorisent à produire plus. On voit une deuxième rupture maintenant dans les années 2000, lorsque l'on intègre les gisements de pétrole lourd découverts au Canada. Donc avec cette courbe des réserves officielles, on a donc constamment une disponibilité en augmentation du pétrole. Or, si on la compare à une deuxième courbe, celle des réserves dites techniques, c'est-à-dire réserves prouvées et réserves possibles, estimées plutôt par des ingénieurs ou des géologues, les évaluations sont très différentes. La deuxième courbe forme une cloche qui culmine vers la fin du XXe siècle, qui chute à partir des années 2000, suivant ainsi la baisse du volume des nouveaux gisements découverts. Alors pourquoi de telles différences entre les deux courbes? Eh bien parce que ces estimations ne sont pas faites par des statistiques qui viennent d'un organisme indépendant, mais elles viennent de compagnies pétrolières, de pays producteurs ou de groupes de pays producteurs. Ce qui veut dire que ceux qui détiennent les réserves détiennent aussi l'information. Ce sont eux seuls qui la délivrent et ils peuvent la manipuler car les enjeux sont gigantesques. Donc à partir de cette asymétrie de l'information, on comprend la difficulté à évaluer le moment du pic pétrolier. Regardez maintenant l'évolution de la production de pétrole entre 1950 et 2050. On voit ce qui a été effectivement découvert, puis exploité et consommé, et puis vous voyez en pointillé les estimations. Alors si on fait la synthèse de tout ce que nous avons lu, on arrive à peu près aux fourchettes suivantes. Pour la compagnie pétrolière Shell, la période du pic serait vers 2040.
Pour l'ASPO, qui est l'Association for the Study of Peak Oil, qui est le seul organisme indépendant, le pic vient entre 2010 et 2020. Ce qui correspond d'ailleurs aux estimations de l'Institut français du pétrole. Le pic serait en 2010, en l'état des techniques actuelles, ou bien 2028 si on effectuait des investissements très importants. Il faut savoir qu'en septembre 2010, un rapport de l'armée allemande fixe le pic également autour de 2010, et pour la Bundeswehr, il y aura alors de graves conséquences sur le système monétaire, l'emploi, sur les infrastructures et la production agricole, donc cela menace la sécurité nationale. En tout cas, 2010-2020, en somme, nous y voilà. Alors comment voir clair entre le camp des économistes confiants dans le pouvoir de rebond de nos économies et rappelant à juste titre les fausses alertes, le camp des ingénieurs confiants dans les avancées technologiques et celui des géologues attentifs aux seules réserves techniques? Eh bien, notre choix a été d'écouter les géologues pour nous tenir un petit peu à l'écart des incertitudes, mais en fait, elle s'explique par l'ampleur des enjeux, puisque la fin du pétrole disconvient à la majorité des acteurs de la filière, aux utilisateurs que nous sommes, car il y a une incroyable dépendance de nos économies vis-à-vis de ces hydrocarbures, et puis aussi, il y a une augmentation constante de la demande qui vient surtout des pays émergents. Regardons justement les taux de croissance moyens, plus ou moins prévus pour les 2 décennies qui viennent, car cette croissance est évidemment l'un des paramètres de la variabilité du pic. La croissance est appelée à être beaucoup plus faible dans les pays de l'OCDE et beaucoup plus forte dans les pays émergents. Donc la date de la période du pic ne peut pas être fixe puisqu'elle est liée au rythme auquel nous siphonnons le pétrole. D'ailleurs, on peut utiliser une image simple. Plus notre pied droit appuie sur l'accélérateur, plus vite notre réservoir d'essence se vide. Donc c'est la variable croissance qui va entraîner une demande des ressources énergétiques plus importante dans les pays émergents que dans les pays de l'OCDE, et l'inverse a été tout à fait vrai au cours des 40 dernières années. Ce dernier graphique maintenant nous montre la volatilité du niveau des prix. On voit le sommet de la courbe en 2008, où le cours du baril a atteint 146 $, et 40% de ce prix s'expliquait par la spéculation et pas seulement par la demande chinoise ou indienne. Donc les cours se fixent en fonction du marché, de la demande, des investissements à opérer, des négociations en cours, et toute perte de confiance dans l'avenir entraîne la prudence des investisseurs, la volonté de diversification des acheteurs et la variation des prix de vente. Donc tout cela est tout à fait volatile. Donc voilà pourquoi, dans le domaine des estimations pétrolières, on parle fréquemment de surestimation volontaire, voire carrément frauduleuse par certains pays, comme par certaines compagnies, parfois aidées d'ailleurs par les mécanismes spéculatifs. Lorsque viendra le pic, et peut-être que nous y sommes déjà, la demande continuera d'augmenter et l'offre ne cessera de baisser progressivement. Alors, l'inévitable montée des cours du baril entraînera l'ouverture de champs pétroliers, vus jusqu'alors comme non rentables. C'est le cas des forages effectués en situation extrême, comme l'offshore profond, les zones polaires ou les pétroles dits non conventionnels. Donc prenons 3 exemples géographiques. Sur cette carte de l'Arctique, on voit la localisation des zones exploitées et celle des réserves potentielles, essentiellement en offshore, au large de la Russie et à l'ouest du Groenland. Cette zone arctique serait extrêmement prometteuse, mais les estimations chiffrées sont carrément fantaisistes parce qu'elles sont toutes en contradiction les unes avec les autres. Mais en tout cas, l'exploitation sera facilitée par le réchauffement climatique qui entraîne la fonte de la banquise, des glaciers sur les zones côtières et du pergélisol. Deuxième exemple, le Canada. On voit ici la province de l'Alberta. C'est là que sont extraits depuis une dizaine d'années les sables bitumineux. C'est ce que l'on appelle le pétrole lourd. Son extraction est compliquée, polluante, coûteuse en énergie et beaucoup plus chère, mais ce type de pétrole devient intéressant dès que le prix du baril augmente. Dernier exemple, au large des côtes de Rio de Janeiro a été découvert en 2006 un nouveau gisement situé à très grande profondeur dans les couches que l'on appelle pré-sel, et rien que pour le champ de Tupi, on estime les réserves entre 5 et 8 milliards de barils.
C'est là un pétrole léger, donc moins cher à raffiner, et qui permettra au Brésil de réduire ses importations. Donc, gisement en zone climatique extrême, ou pétrole très cher à extraire, ou encore en très grande profondeur sous la mer. En résumé, quel que soit le niveau des réserves, l'état des technologies d'extraction et la configuration de la croissance mondiale, au cours des 2 décennies qui viennent, 2010-2030, nous serons inévitablement dans une phase de raréfaction de l'offre. Le déclin se produira lentement, on parle alors de déplétion de la production, donc de l'offre, et cette déplétion aura des conséquences variables, nombreuses, partout et étalées dans le temps. Elle entraînera donc une réduction de la consommation et une réorientation forcée vers d'autres sources d'énergie. Alors comment expliquer que ce thème du pic pétrolier soit l'objet de tant d'approximations? Eh bien parce que les enjeux pour l'économie mondiale sont d'une telle importance qu'on ne peut pas imaginer que les compagnies pétrolières, les pays producteurs, puissent partager une information aussi sensible. En tout cas, plus les incertitudes seront grandes et plus la phase d'impréparation sera pénalisante pour les pays les moins avancés. Plus nous tarderons à investir dans les énergies de substitution et plus la phase de transition sera chaotique pour nos sociétés. Alors sur cette problématique, vous pouvez lire le livre de James Kunstler, La fin du pétrole, le vrai défi du XXIe siècle, chez Plomb. Et puis ce livre que j'ai beaucoup aimé de Richard Heinberg aux éditions 2001, Pour le pétrole, la fête est finie, c'est l'avenir de nos sociétés industrielles qui est en jeu. Et puis beaucoup de références sur ce thème sur lequel on écrit beaucoup, sur dessous des cartes arte.tv.